Décision importante prise lors du Conseil des ministres tenu ce jour, vendredi 14 février 2014, réunion qui a eu lieu dans la salle habituelle de délibération sous la présidence du chef de l'État, président du Conseil des ministres. Lancement officiel du programme Rural Innovation Network, un programme qui vise à accompagner la jeunesse rurale dans la transformation et la conservation des produits agricoles. Les premières journées de réflexion sur la pratique évaluative dans les collectivités territoriales au Niger ont été lancées à Maradi. Atteindre les objectifs d'une efficacité de ces entités auprès des populations et le résultat recherché à travers cette initiative. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Le Conseil des ministres se réunit ce jour, vendredi 14 février 2014, dans la salle habituelle de délibération sous la présidence du président de la République, Issoufou Mahamadou, chef de l'État, président du Conseil des ministres. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a pris d'importantes décisions. Rabi Bakou. Au titre du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable et du ministère de l'Urbanisme et du Logement, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret portant déclassement de 3 hectares dans la ceinture verte de Niamey en vue de la construction de la gare ferroviaire urbaine de Niamey. Le présent projet de décret a pour objet de déclasser 3 hectares dans l'emprise de la ceinture verte de Niamey en vue d'y construire la gare ferroviaire urbaine de Niamey. Il intervient dans le cadre de la mise en œuvre du protocole d'entente entre notre pays et le groupe Bolloré pour la construction de la ligne ferroviaire Parakou-Dosso-Niamey. En effet, la liaison ferroviaire Parakou-Dosso-Niamey est un vieux projet attendu depuis longtemps par le Niger et qui vise à désenclaver notre pays, à développer les échanges commerciaux, à promouvoir l'intégration économique de la sous-région et surtout à améliorer significativement la compétitivité de notre économie à travers une réduction substantielle des coûts de transport. La gare ferroviaire urbaine qui sera construite est dédiée au transport des personnes, alors qu'une deuxième gare est prévue sur la route de Filengue pour le transport des marchandises. Ce projet de décret est pris conformément à l'article 24 de la loi numéro 2004-040 du 8 juin 2004 portant un régime forestier au Niger et aux articles 3 et 5 de la loi numéro 74-7 du 4 mars 1974 fixant le régime forestier, modifié et complété par l'ordonnance numéro 74-16 du 23 août 1974, qui sont les repères nécessaires pour apprécier le régime juridique de tout le processus d'érection de la ceinture verte. L'ordre du jour étant épuisé, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a levé la séance. Et relativement à l'élargissement de la carte diplomatique du Niger, le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Niger auprès de la République d'Indonésie avec résidence à New Delhi en Inde, Ali Ilyasu a remis le 30 janvier 2014 ses lettres de créance à Susilo Bambang Yudhoyono, président de la République indonésienne. Cet acte qui constitue un événement historique dans les relations diplomatiques et bilatérales entre le Niger et l'Indonésie est la manifestation concrète de la profonde volonté du président de la République Issoufou Mahamadou, chef de l'État, de renforcer les relations de coopération entre le Niger et les pays émergents. Après la Thaïlande et Singapour, l'Indonésie constitue le 3e pays du sud-est asiatique dans lequel l'ambassadeur a présenté ses lettres de créance des pays qui sont sous sa tutelle diplomatique. Ouverture ce matin à Maradi des premières journées de réflexion sur la pratique évaluative dans les collectivités territoriales au Niger. C'était sous la présidence du ministre délégué à la décentralisation et aux affaires coutumières et religieuses en présence des autorités régionales et du haut-commissaire à la modernisation de l'État. Ibrahim Hassumisso, Maman Oumarou. C'est la salle de réunion du tout nouveau centre commercial Plaza de Maradi qui a servi de cadre à cette grande rencontre organisée grâce à l'appui de l'UNICEF par le Haut-Commissariat à la modernisation de l'État, en rapport avec les ministères en charge du plan et de celui de l'Intérieur. Elle regroupe des cadres du commandement, des élus locaux, des directeurs départementaux du plan de la zone d'intervention de l'UNICEF, des cadres de l'administration centrale et des représentants des partenaires techniques et financiers projets ONG. Objectif, contribuer à promouvoir la gestion axée sur les résultats en général et la culture de l'évaluation dans les collectivités territoriales. Nous avons convoqué ces journées, dis-je, pour essayer d'apporter un certain nombre d'outils
aux élus, notamment aux responsables des organes exécutifs et délibérants, des outils qui vont leur permettre d'assumer une importante responsabilité qui leur est dévolue par le Code général de collectivité territoriale, c'est-à-dire la responsabilité de rendre compte à la population, de rendre compte à l'État, de rendre compte à tous les intervenants au niveau local de leur gestion. Il leur est fait obligation de faire un rapport général dont le contenu a été défini par le Code général de collectivité territoriale. Évidemment, cela fait un bout de temps que nous cheminons dans la décentralisation. Nous n'avons pas encore commencé à réaliser ces rapports et nous avons trouvé qu'il est tout à fait pertinent que les structures de l'État apportent cet appui, apportent ce conseil aux collectivités territoriales pour leur donner les instruments, pour renforcer leurs capacités en matière de suivi et d'évaluation participative. Pour le représentant de l'UNICEF, l'élaboration d'outils appropriés de planification, de suivi et évaluation des performances des entités décentralisées reste un défi majeur, d'où l'engagement des agences du système des Nations Unies à mettre en synergie leurs interventions. Dr Ahmed Aïda a rassuré de la disponibilité de son institution à poursuivre ses actions et a exhorté les participants à réfléchir sur les voies et moyens d'instaurer une plateforme d'échange entre les différents acteurs impliqués. Procédant à l'ouverture des travaux, le ministre délégué à la décentralisation et aux affaires coutumières et religieuses a indiqué que le président de la République, Issoufou Mahamadou, et le gouvernement accordent une attention particulière au cadre de mesure des résultats pour apprécier les effets et impacts de l'action publique. Les responsables de ces entités que vous êtes devront asseoir une stratégie de suivi et évaluation des actions menées afin de consolider les acquis et programmer au besoin les activités supplémentaires afin d'atteindre les objectifs et résultats du développement définis. L'article 80 du Code général de collectivité territoriale met en exergue la nécessité de procéder à un suivi et à une évaluation des investissements de collectivité territoriale. Le respect de cette disposition vous oblige désormais à mettre en place un système de suivi et évaluation indispensable à la réalisation d'un bilan global vous permettant de convaincre les populations qui vous ont élus. Édifier les populations sur l'utilisation de leurs ressources et de celles allouées par l'État et les partenaires au développement contribue certainement au développement de la culture de l'évaluation de la performance, un des principes de bonne gouvernance. Le ministre des Enseignements professionnels et techniques chez Boudaïna a procédé hier à Dosso à la réception provisoire du nouveau bâtiment de la direction régionale des enseignements professionnels et techniques. Et c'était en présence des autorités administratives régionales de la région, bien sûr, de Dosso. Rachida Nawada et Mourou Abdou. C'est un accueil empreint de chaleur qui a été réservé ce jeudi à Dosso au ministre des enseignements professionnels et techniques chez Inna et la délégation qui l'accompagne. Depuis Détegniendou, par la population, avec en tête le gouverneur de la région de Dosso, Seyd Zato Ali et ses plus proches collaborateurs. Ainsi, la délégation ministérielle s'est directement rendue sur le site de construction où le ministre Cheikh Inna a procédé à la réception provisoire du tout nouveau bâtiment flambant neuf de la direction régionale des enseignements professionnels et techniques de Dosso. Construit sur fonds propres de l'État pour un coût global de plus de 59 millions de francs CFA par l'entreprise Abd Issoufou dans un délai contractuel de 4 mois. Ce bâtiment est composé d'un hall, des bureaux, du secrétariat et des latrines. Le ministre Cheikh Inna s'est dit très réjoui de la qualité des travaux, puis a promis de résoudre les problèmes liés aux murs de clôture et à l'électrification de la direction dans un avenir proche. Je suis venu à Dosso pour effectuer la réception provisoire de la direction régionale des enseignements professionnels et techniques. Vous savez que depuis que le gouvernement de la 7e République a été mis en place, depuis l'avènement de son Excellence Issoufou Mahamadou au pouvoir, ce qui a été mis en avant
en matière pour le développement de notre pays, c'est l'enseignement technique et la formation professionnelle. Parmi les entrepreneurs à qui des marchés ont été donnés pour la construction de ces directions régionales, il a été le premier à livrer donc les bâtiments. Et ça, vraiment, c'est à encourager. Il faut que nos entrepreneurs puissent respecter les délais qui leur ont été fixés. Maintenant, il y a quelques améliorations à faire. J'ai constaté, bon, ce sont des points de détail. Il y a quelques petits travaux de finition qui doivent être achevés. Il nous faut aussi faire un mur de clôture pour protéger la direction régionale. Pour cela, j'ai demandé aux responsables de la direction régionale de planter des arbres, de faire en sorte qu'il y ait une haie vive et que dans l'emplacement même de la direction régionale, il y ait des arbres. Peu après cette cérémonie de réception, le ministre Chebou Daïna a effectué des visites au niveau des centres de formation professionnelle publics et privés. C'est pour s'enquérir des conditions de travail. Retrouvons Rachida Nawada et Morou Abdou. Le ministre des enseignements professionnels et techniques Chebou Daïna a effectué des visites dans plusieurs centres de formation professionnelle publics et privés. Il s'agit pour le ministre de s'enquérir des conditions de travail de ces centres afin d'apporter des solutions appropriées aux problèmes qu'ils rencontrent. Cette visite l'a conduit successivement au niveau du Centre de formation en développement communautaire, CFDC, un centre qui œuvre à la réinsertion des jeunes scolarisés et déscolarisés, âgés de moins de 13 ans. Puis à la plateforme d'information, d'orientation professionnelle et d'accompagnement des jeunes de Dosso. Là, le ministre en charge de la formation professionnelle et technique a procédé à la remise de 2 kits complets de machines à coudre à 2 filles identifiées dans le cadre du programme d'appui spécifique à l'insertion professionnelle, avant de se rendre au centre de formation professionnelle et technique qui a ouvert ses portes en 2004. Actuellement, ce centre compte un effectif de 126 apprenants, toutes filières confondues. En visitant les différentes classes, les responsables ont soulevé quelques doléances liées à l'insuffisance du matériel technique, problèmes de locaux et à un renforcement de capacité des formateurs. Poursuivant sa visite, le ministre Chebou Daïna s'est aussi rendu au centre privé polytechnique Mazayaki et au groupe Massis. Ces 2 centres œuvrent inlassablement dans le cadre de la réinsertion des jeunes à travers une formation professionnelle et technique de qualité pour leur garantir un avenir radieux. Au terme de cette série de visites, le ministre tire ici les conclusions de sa mission à Dosso. J'ai eu à féliciter le gouverneur et le sultan de Dosso pour ce que j'ai vu ici, parce que j'ai visité 2 centres de formation professionnelle et technique privée, le centre Mazayaki et le complexe scolaire Massis qui fait aussi de la formation professionnelle. Dans chacun de ces centres, j'ai trouvé vraiment un personnel motivé avec des équipements qui sont décents et des élèves qui apprennent véritablement un métier. Donc, de ce point de vue, Dosso se singularise parce que ce que j'ai remarqué, c'est que le maire de la ville de Dosso est aussi fondateur d'un complexe scolaire et il apporte tout son appui à la formation professionnelle et à l'enseignement technique. J'ai visité le CFDC, qui est un établissement public, et en tant que maire, vraiment, il essaie de mettre et les enseignants et les élèves dans de bonnes conditions. Ça aussi, c'est une chose à encourager. Et je pense que beaucoup d'élus locaux devraient prendre exemple sur le maire de Dosso, qui fait vraiment un travail remarquable et que je félicite. Notre objectif, c'est de faire en sorte que d'ici la fin de ce premier mandat, que l'ensemble des communes de notre pays, elles sont au nombre de 265, que chaque commune
et son centre de développement communautaire. Nous nous fixons aussi pour objectif de faire en sorte que les chefs-lieux de région, que les chefs-lieux de département et aussi des centres de formation professionnelle et technique. Nous allons continuer donc à faire en sorte que les lycées d'enseignement technique et professionnel couvrent aussi l'ensemble des régions. Ça, ce sont les objectifs que nous nous sommes fixés et par la grâce de Dieu et la volonté qui anime le chef de l'État, cela va se concrétiser d'ici quelques années. Sachez enfin que la délégation a rendu une visite de courtoisie à l'honorable sultan Jarmoukoy Medanda Seydou, à qui le ministre Cheikh Boudin Inna a transmis les salutations fraternelles des autorités de la 7e République. À Niamey, la ministre de l'enseignement primaire et de l'alphabétisation a présidé ce matin à l'Institut de formation de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle un atelier de restitution des résultats de l'enquête sur la recherche de l'action sur la mesure des apprentissages des programmes d'alphabétisation. Cet atelier a réuni tous les responsables du sous-secteur de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Mamour Idrissa Mega est à côté de Wagalassan. Dans le souci d'améliorer davantage les programmes d'enseignement dans le sous-secteur de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, le ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation et l'UNESCO ont initié et appuyé conjointement une enquête pilote dans la région de Dosso sur la recherche et l'action sur la mesure des apprentissages des programmes d'alphabétisation. C'est pour restituer les résultats de cette enquête pilote que cet atelier a regroupé tous les responsables du sous-secteur de l'éducation de base afin d'amender et d'améliorer le contenu. C'est la ministre de l'enseignement primaire et de l'alphabétisation qui a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux. Au cours de cet atelier, il vous sera exposé les outils ayant servi à l'enquête et la méthodologie utilisée et les résultats obtenus. Vous aurez aussi l'occasion de critiquer le travail qui vous sera présenté et proposer des améliorations. Je vous demande de les faire avec la plus grande objectivité et avec un esprit constructif. Ce qui est important, c'est d'arriver à des résultats scientifiquement élaborés pour que cet outil puisse nous servir d'instrument de plaidoyer en faveur de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Comme vous le savez, les autorités de la 7e République, au premier rang desquelles Son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, accorde une place de choix à l'éradication de l'analphabétisme dans notre pays. Cette préoccupation est d'autant plus importante que le programme de renaissance comporte un volet important consacré au monde rural, j'ai nommé l'initiative 3N, qui exige pour sa réussite des ressources humaines de qualité. Une fois que les résultats de cette enquête pilote seront restitués, la méthodologie et les outils analysés et améliorés, l'enquête sera étendue sur les régions de Tillabéri, Maradi et Tawa. Le but principal de cet exercice, c'est de nous permettre justement ensemble, de manière participative, de regarder ces premiers résultats afin de porter les corrections qui s'imposent nécessaires avant le lancement de l'enquête principale qui, elle, va se dérouler dans 3 régions, savoir Tillabéri, Tawa et Maradi. L'un des objectifs essentiels de cette enquête Rama serait également de contribuer à combler le déficit en données fiables et pertinentes nécessaires pour améliorer le pilotage des activités du sous-secteur de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Cérémonie de lancement officielle ce jour au Haut Commissariat à l'initiative 3N du programme Rural Innovation Network, un programme du consortium Centre Incubateur visant l'accompagnement notamment de la jeunesse rurale dans la transformation de la conservation des produits agricoles. C'est le Haut Commissaire à l'initiative 3N qui a présidé le lancement officiel de ce programme ambitieux. C'est Soumela Ibrahim, Youssouf Samaïla. De l'International Investment Institution SA, le consortium Centre Incubateur vient de lancer son programme Rural Innovation Network. Les avantages, c'est qu'aujourd'hui, nos produits
de façon, avec des unités artisanales semi-modernes dans un premier temps, qui vont évoluer pour devenir des micro-industries et des PME, peuvent aller au grand rendez-vous du monde, dans le monde des affaires. C'est déjà un pas en avant, c'est un avantage. Le deuxième avantage, c'est que ces produits-là sont transformés de façon innovante, en introduisant des normes d'agroalimentaire minimales déjà à stade de micro-industries semi-modernes artisanales, en introduisant des normes de santé. Vous avez vu notre médecin agréé intervenir. Les normes de santé, ça aussi c'est un problème que ces produits connaissent. Les problèmes d'emballage et de conservation. Nous avons fait une exposition. Tous les produits sont connus du public nigérien. Mais les emballages, pour nous, c'est ça l'innovation. Et ce qui vient après sur les emballages comme message. Donc voilà ce que nous offrons comme avantage. Et maintenant, c'est à la population de juger. Un programme soutenu par plusieurs partenaires, dont le Haut Commissariat à l'initiative 3N, qui se voit ainsi accompagné. C'est une première initiative. En tant que première initiative, elle mérite d'être appuyée. Et nous espérons que d'autres jeunes vont aussi s'inspirer de ce que ceux-là sont en train de faire et pouvoir se lancer dans le secteur. Parce que le secteur agricole est potentiellement le premier secteur pourvoyeur d'emplois au Niger. Mais nous sommes dans le secteur est suffisamment informalisé au point qu'on ne se rend pas compte. Et aujourd'hui, nous avons des jeunes formés et nous avons ce potentiel-là. Il reste simplement à les mettre ensemble. Et nous pensons que cela est un bon exemple et nous allons encourager, dans le cadre de l'initiative 3N, davantage de jeunes à se mettre dans le secteur, dans la production agricole, mais aussi dans la transformation et la conservation des produits alimentaires, donc dans la mise en marché. D'une pierre deux coups, le consortium Centre Incubateur a mis à profit le lancement officiel de son programme Rural Innovation Network pour exposer un avant-goût de son innovation. Le chef d'état-major des armées, le général de division, Séni Garba, a entrepris du 12 au 14 février 2014 une mission de travail à Gao, Menaka et Assongo au Mali où il a rencontré le contingent nigérien de la MINUSMA, Mission internationale des Nations Unies pour le soutien au Mali, assurant la sécurité dans le nord du Mali. Cette rencontre entre dans le cadre des déplacements périodiques qu'il entreprend au niveau des forces armées nigériennes à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Objectif, s'inquiéter des conditions de vie et de travail des ambassadeurs nigériens dans ce pays voisin en proie à l'insécurité. Nous y reviendrons demain. Le président du conseil régional de Maradi, à la tête d'une délégation composée de représentants des partenaires techniques et financiers, a visité ce jeudi le site de culture irriguée de Maïfarou dans la commune rurale de Hayan Dawaki. Le détail avec Moussa Jariri et Sanoussi Garba. Situé dans la zone sud du département de Tessawa, avec une superficie de 80 hectares, la vallée de Mefarou est pourtant sous-exploitée malgré ses atouts indéniables. Elle bénéficie en effet des lâchers périodiques des eaux en provenance du Nigeria voisin, conformément au protocole d'accord qui lie ce pays au Niger relatif au partage des eaux. Il y a aussi l'existence d'un seuil d'une forte capacité d'épandage de ces eaux. 350 exploitants issus de 4 villages riverains produisent poivrons, choux, tomates, pastèques, patates douces, etc. Ce qui, selon le président du conseil régional de Maradi, initiateur du déplacement de Mefarou, est largement en deçà des capacités de cette vallée riche en potentialités. Et nous, notre objectif, c'est que vraiment ça suscite de l'intérêt auprès de nos partenaires pour qu'ils puissent prévoir vraiment un aménagement intégral de cette vallée. Soulignons que cette mission conjointe Conseil régional PTF intervient 2 jours seulement après la tenue de la réunion des cadres de concertation de Maradi, un cadre fédérateur de l'ensemble des acteurs du développement de la région dont le dynamisme est assuré par la synergie des actions menées par les partenaires techniques et financiers intervenant sur le terrain. Et au nom de tous les partenaires, nous remercions sincèrement le président du conseil régional et nous prenons l'engagement en tout cas d'inscrire les priorités de développement de nos différentes organisations respectives. Donc ce potentiel, cette vallée, en tout cas, occupera une place de choix dans nos futures planifications respectives au titre de la région de Maradi. Les populations du village de Mefarou et ses environs
très touchés par cette marque d'intérêt sur le devenir de leur terroir se sont également exprimés à travers leurs représentants que sont le maire de la commune et l'honorable chef de groupement Peul de Hawandawaki pour adresser tous leurs remerciements et leur gratitude aux autorités de la 7e République qui ne cessent d'œuvrer pour assurer la sécurité alimentaire pour tous les Nigériens à travers, entre autres, la mise en œuvre de l'initiative 3N. À Maradi, toujours, lancement hier d'attribution de fonds aux personnes handicapées et âgées en situation de dépendance chronique, occasion mise à profit pour remettre des fonds et pensions alimentaires à des mineurs vulnérables. Et c'était sous la présidence du directeur du cabinet de la ministre en charge de la population. On retrouve Ibrahim Hassimisso avec les images de Sanoussi Garba. Il s'agit de l'attribution d'une pension sociale de 10 000 francs par mois à compter de cette année 2014 aux personnes handicapées et ou âgées à partir de 55 ans pour les femmes et 60 ans pour les hommes. Une initiative première du genre au plan national du Conseil de ville de Maradi sous la direction de Kassoum Maman Mokhtar qui entre dans le cadre de la protection des groupes vulnérables pour un développement inclusif des personnes en situation de handicap. Une activité qui, selon tous les intervenants à cette cérémonie, cadre parfaitement avec le programme de renaissance du Niger du président de la République, Issoufou Mahamadou. Le président du conseil de ville de Maradi a indiqué que la région compte près de 6 000 victimes de handicap, dont la plupart sont confinées à la mendicité, même avec le poids de l'âge qui aggrave la précarité. C'est conscient de cette situation que le conseil municipal, dans sa politique de construire une ville sociale, après 2 délibérations, un fonds de développement et de solidarité locale et la fête communale annuelle des personnes handicapées, a également, par délibération numéro 16 du juin 2013, institué une allocation sociale de solidarité aux personnes âgées handicapées. Ainsi donc, toutes les personnes concernées recevront, Inch'Allah, cette allocation mensuelle jusqu'à la fin de leur vie. Procédant au lancement, le directeur de cabinet de la ministre en charge de la population dit se souvenir toujours de ce réel plaisir qui est cette opération d'attribution de fonds d'aide sociale aux personnes âgées et ou handicapées en situation de dépendance chronique, une activité que Dr Daouda Ali a qualifiée de noble, un exemple de protection sociale non contributive qui constitue à n'en point douter la forme d'assistance sociale la plus adoptée à ces groupes invalides confinés dans la mendicité, voire même dans la résignation. L'initiative dont la ministre de la Population a aujourd'hui le privilège de lancer par ma voix est une grande première dans l'histoire de notre pays par rapport à l'action sociale. En effet, cette initiative a le mérite de contribuer à la concrétisation de l'engagement de notre pays vis-à-vis de ces groupes vulnérables, en particulier à la mise en œuvre de la politique nationale de protection sociale adoptée, on se souvient, en septembre 2011. Par ailleurs, cette initiative répond de la protection sociale, à savoir la redistribution des ressources au profit des personnes et des groupes les plus vulnérables. Des fonds de goûter aux élèves réintégrés à l'école des familles vulnérables et des pensions alimentaires aux enfants mineurs en conflit avec la loi ou en situation de vulnérabilité qui sont en apprentissage pour une réintégration sociale ont été également attribués. Les bénéficiaires, par la voix de leurs représentants, ont dit merci, merci, et que cela serve d'exemple aux autres collectivités locales du Niger pour le bien-être des personnes vulnérables. Les délégations se sont ensuite transportées chez la doyenne de la ville, une femme âgée d'environ 120 ans, pour lui remettre son enveloppe et bien d'autres gratifications et lui souhaiter longue vie. Elles ont enfin visité un atelier de tissage pour aveugles. On y fabrique des chaises, des lits et bien d'autres meubles meublants. Le véritable sens de l'aide, c'est aider à se passer de l'aide. À Niamey, cette fois-ci, l'atelier de sensibilisation aux acteurs des radios communautaires en matière de lutte contre la traite des personnes, organisé par le ministère de la Justice à travers l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes, a clos ses travaux. Un atelier qui a permis aux participants de comprendre la profondeur et le sens de la loi numéro 2010 portant lutte contre la traite des personnes au Niger. C'est qui notre Abdou Sidikou.
Cet atelier est destiné aux radios communautaires pour informer la population sur la traite des personnes, étant des acteurs clés dans leurs communes respectives en matière de communication. Elles jouent un rôle important dans la sensibilisation de cette frange de la population. Le présent atelier nous a permis de comprendre que les radios communautaires qui sont des médias de proximité, qui ont l'avantage de parler directement aux populations, n'étaient pas imprégnés de la profondeur et du sens de la loi. Donc c'est déjà leur dire c'est quoi la traite des personnes, les formes qu'elle prend et comment la combattre. Si eux, en tant que médias communautaires proches de nos masses populaires, comprennent, donc le travail est beaucoup plus facile. Quelque part, c'est comme si nous avons balisé le terrain en fait. Ils ont compris, ils ont porté de l'intérêt et maintenant on pense qu'on va avoir un partenariat avec eux pour qu'ils puissent porter le message de sensibilisation et de communication. La représentante de l'Organisation internationale pour la migration a rappelé les sujets débattus au cours de ces assises. J'ai pu pendant ces 3 jours avoir la chance de pouvoir former un groupe très dynamique qui a fait beaucoup d'apportations. Donc nous avons avec eux vu différents aspects. Nous avons vu un peu la définition de la traite, quelle est la différence entre la traite et le trafic illicite de migrants. Nous avons après vu un peu quelles sont les conséquences, les causes pour les victimes, mais aussi les causes pour les communautés. Nous avons vu aussi comment identifier des victimes de la traite, quels sont les indicateurs ou les sonnettes d'alarme, comme j'appelle ça. Et ensuite, nous avons vu un peu quelle est la stratégie anti-traite globale et comment est-ce que les radios communautaires peuvent justement jouer un rôle. Cet atelier qui a été organisé par le ministère de la Justice à travers l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes en collaboration avec l'Organisation internationale pour la migration a permis aux participants de comprendre la loi numéro 2010 portant traite des personnes au Niger ainsi que les causes et les conséquences de cette traite sur les victimes. Les travaux du PALAM Niger, programme d'alphabétisation et d'apprentissage des métiers, se sont également achevés. Des recommandations à l'égard des acteurs ont été formulées pour atteindre l'objectif fixé, celui de mettre à jour les documents de programmation relatifs au plan d'exécution et de suivi et évaluation du dit programme. Mariam Dakou, Youssouf Suleiman. Dans le souci d'une mise en œuvre efficace du programme d'alphabétisation et d'apprentissage des métiers PALAM, les participants à ces séminaires de lancement du dit programme dont l'objectif principal est d'améliorer les conditions de vie et de réduire la vulnérabilité des couches les plus défavorisées ont formulé des recommandations et des motions spéciales de remerciement. À l'endroit de l'UGP, l'opérationnalisation des différentes plateformes et du comité de pilotage en les dotant des moyens conséquents. Le partage des outils de microfinance islamique ainsi que des stratégies en matière de formation développées par certains acteurs nationaux dans le cadre de certains projets similaires. Le séminaire. À l'issue donc de ces 3 jours de discussion, la ministre de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique a exprimé toute sa satisfaction au vu de la qualité du travail abattu. Elle a ensuite rassuré de sa détermination à veiller à une mise en œuvre effective de ce programme. Je reste persuadée que les objectifs assignés à ce programme seront entièrement atteints, car j'y veillerai personnellement à la mise en œuvre des activités et j'apporterai à l'unité de gestion tout l'appui nécessaire pour la réussite de sa mission. Je suis également persuadée que tous les autres acteurs seront impliqués et chacun assumera ses charges, car la nouvelle vision que le programme de renaissance a imprimée à notre pays est celle de la synergie d'action entre d'une part les différentes entités de services de l'État et d'autre part entre eux et les collectivités décentralisées lorsqu'il s'agit des programmes et projets qui sont destinés aux communautés. Et c'est d'ailleurs ce qui explique la présence parmi nous des élus locaux et des élus nationaux. Nous travaillerons à développer et à consolider cette démarche participative, et ce jusqu'au niveau des communautés villageoises qui sont les derniers maillons dans la chaîne de ce programme.
Il convient de rappeler que ce séminaire marquant le lancement officiel du programme d'alphabétisation et d'apprentissage des métiers pour lutter contre la pauvreté, financé par la BID, s'est déroulé en présence des délégations par l'âme du Sénégal, Côte d'Ivoire, du Tchad et les experts de la Banque islamique de développement. Cette rencontre leur a donc permis d'examiner l'ensemble des documents du programme. Le gouverneur de la région de Tillabéri était quant à lui hier dans la zone de Bouguédé, dans le nord du département de Bani Bango. Il s'agit pour Assimi Djabri de sensibiliser les populations vivant le long de la frontière afin de les amener à cultiver la paix entre les différentes communautés. Zakari Maman, Jubono. C'est par un échange avec les éléments de la patrouille des forces de défense et de sécurité qu'il a d'ailleurs trouvé tous le moral haut en mission dans la zone de Bouguédé et en compagnie des autorités départementales et communales de Bani Bango, des responsables des forces de défense et de sécurité et de l'honorable chef de canton de Tondikiundi, que le gouverneur de la région a débuté sa mission. Une mission qui s'inscrit dans le droit fil des objectifs de la sensibilisation des populations vivant le long de la frontière afin de les amener à davantage de coexistence pacifique, la paix et l'unité nationale si chère au chef de l'État. Djabri Hassimiou a donc tenu sur place à transmettre à ces éléments des FDS les salutations et les encouragements du président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou, et ceux du Premier ministre, chef du gouvernement, Brigitte Raffini. L'État met tous les moyens à votre disposition et est en train de renforcer tout le dispositif pour ainsi vous permettre de bien accomplir votre mission. Et vous le faites sans faute, leur a dit le gouverneur de la région. Poursuivez votre mission en tout professionnalisme afin de garantir la sécurité des populations et leurs biens. Les responsables des forces de défense et de sécurité ont eux aussi pris la parole pour quelques conseils militaires, mais aussi et surtout ils ont appelé ces éléments des FDS à la cohésion, toutes choses qui contribuent à n'en point douter à la réussite de la mission confiée à eux. Des armes et munitions et autres matériels récupérés avec des bandits dans la zone de Boujdei par cette patrouille ont été présentés au gouverneur de la région. Djabri Hassimiou, au nom des plus hautes autorités, leur a renouvelé ses félicitations. La question sécuritaire, la paix, était également au centre des rencontres avec les populations de Boujdei, à Tiloua et à Mangaïzi. À toutes ces étapes et avant de rentrer dans le vif du sujet, le gouverneur de la région leur a transmis les salutations du président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou. La sécurité des populations et leurs biens, a-t-il indiqué, constitue une priorité des priorités du chef de l'État. Et c'est pourquoi, a rappelé Djabri Hassimiou, aujourd'hui cela fait 2 ans et demi que l'État met les moyens conséquents et des hommes pour la sécurisation des populations, quel que soit où elles habitent. Cependant, a ajouté le gouverneur de la région, il faut que les populations coopèrent, collaborent pour permettre aux forces de défense et de sécurité d'accomplir leur mission. Cette collaboration doit se traduire par l'information qu'il faut remonter au niveau des autorités locales dès que vous constaterez un sujet ou un comportement de nature à nuire à votre quiétude. Il a également demandé aux responsables coutumiers de Boujedei, de Tiloua et de Mangaïzé à leur tour de sensibiliser les populations le long de la frontière afin qu'elles cultivent la paix entre les communautés. À Tiloua, peu avant la rencontre avec la population, le gouverneur de la région était allé transmettre aux éléments du détachement militaire de la place les salutations du chef de l'État et les encourager à bien mener leur mission. Le moral haut également est déterminé à réaliser cet objectif. Les éléments du détachement militaire de Tiloua ont remercié le gouverneur de la région et sa délégation pour cette visite. Avant de prendre congé de Tiloua, le gouverneur de la région, Djabri Hassimiou, s'est rendu au CIC pour s'enquérir des conditions de travail des agents. À Difa, une mission de suivi des micro-projets financés par le programme d'appui au secteur rural, conduite par le coordinateur régional de l'initiative 3N, était hier dans la commune de Bosso. Elle a effectué une série de visites et rencontres avec les bénéficiaires du dit projet. Adraman Boukari, Adraman Maazou. Cette mission de suivi et de supervision des micro-projets financés par le programme d'appui au secteur rural en appui à la mise en œuvre effective de l'initiative 3N, conduite par le coordonnateur régional de l'initiative 3N, le colonel Amma Suleiman, qui accompagne les autres membres du comité en charge de la dite question, s'est rendue dans la commune rurale de Bosso où elle a effectué une série de visites de terrain, suivies des échanges avec les promoteurs sur le niveau de mise en œuvre de leurs micro-projets et des résultats déjà escomptés. À Barwa, première étape de cette visite, la mission
s'est d'abord intéressé à un micro-projet relatif à la mise en place d'une ferme avicole initiée par une coopérative dont le chantier a toujours du mal à finir à cause de l'entrepreneur qui a toujours du mal à poursuivre les travaux. Contrairement au niveau du micro-projet de mise en place de 2 moulins initié par un groupe de femmes organisé en groupement féminin où tout se déroule normalement, et ce à la grande satisfaction de l'ensemble des femmes du village de Baroua qui, grâce à l'installation de ces infrastructures, se sont vues fortement soulagées dans leurs tâches quotidiennes. La mission qui a également à Baroua rencontré une organisation des pêcheurs qui ont pour leur part bénéficié d'un financement du programme d'appui au secteur rural constitué d'équipements de pêche dans le cadre de l'appui à la production et aux filières. C'est par la suite transporté à Gamgara, toujours dans la commune rurale de Bosso, où elle a rencontré ici un groupe de producteurs agricoles qui ont de leur côté bénéficié des motopompes et des brouettes. Ainsi donc, dans toutes ces localités visitées, la mission a, à l'issue de ces échanges, noté avec satisfaction les avancées significatives déjà enregistrées à travers la mise en œuvre de ces micro-projets, tout en invitant les promoteurs à pérenniser et consolider ces acquis. Aussi leur rappeler le prix qu'attache l'État ainsi que ses partenaires à la réussite de ces réalisations qui visent de manière globale l'amélioration des conditions de vie des populations, la lutte contre la pauvreté dans toutes ses dimensions et la recherche de la sécurité alimentaire. En général, nous avons vu de belles choses et nous avons beaucoup d'espoir quant à la continuité et à une reprise saine des activités une fois qu'on aura fait certains redressements et que ces activités vont vraiment être des précurseurs de revenus à ces populations. Nous en avons conscience et les populations aussi ont pris conscience de cela. Signalons enfin que cette sortie de terrain a été également l'occasion pour la mission d'échanger avec les populations sur les grandes orientations de l'initiative 3N, tout en invitant les uns et les autres à s'approprier de cette nouvelle dynamique qui à terme contribuera à assurer la sécurité alimentaire partout au Niger. Ouverture ce matin à Dosso d'une session de formation des structures des jeunes filles en leadership féminin et en technique de communication, formation organisée par l'ONG SOS Femmes et Enfants victimes de violences familiales. Salamatou Adamou et Habibou Garba. Financé par Plan Niger et exécuté par l'ONG SOS Femmes et Enfants victimes de violences familiales, cette formation a pour objectif général de renforcer les capacités des 50 filles des structures des jeunes de la commune urbaine de Dosso sur le leadership et les techniques d'animation. À cet effet, à l'ouverture de cette session de formation, la présidente de l'ONG SOS Femmes et Enfants victimes de violences familiales, Mme Kabiru Mariama, a rappelé que l'ONG SOS Femmes et Enfants victimes de violences familiales a été créée en novembre 1998 dans la perspective de prise de conscience du phénomène de la violence d'une part et d'autre part sur les moyens de remédier à toutes les formes de violence dont sont victimes les femmes et les enfants au Niger. Avant d'expliquer le concept de leadership qui, selon elle, est un processus permettant d'influencer les activités d'un individu ou d'un groupe vers l'atteinte d'un but dans une situation donnée, puis celui de la communication comme moyen d'échange d'idées, des expériences, des savoirs et des savoir-faire. Elle a clairement défini aux participantes les résultats attendus après cette formation en vue d'un changement de comportement. Occasion pour Mme Kabiru Mariama de réitérer ses remerciements et sa reconnaissance à l'ONG Plan Niger pour son appui financier et son implication dans l'organisation de la présente formation. Intervenant à son tour, le directeur de l'unité du programme du plan, M. Semal Amadou, a rappelé la vision du plan international, celle d'un monde dans lequel tous les enfants réalisent la plénitude de leur potentialité au sein des sociétés respectueuses des droits et de la dignité des personnes. Il note que, fidèle à cette vision, Plan œuvre pour apporter des améliorations durables dans les conditions de vie des enfants et de leurs familles, tout en mentionnant que la cause des filles et des femmes est au cœur de leur intervention. M. Ismaël Amadou ajouta que le renforcement des capacités des filles les aidera à mieux s'affirmer, à croire à leurs capacités et les faire valoir. Procédant à l'ouverture de cette session de formation, le préfet du département de Dosso, Garba Alhaji Issoufou, a d'abord exprimé sa profonde gratitude à l'ONG Plan Niger qui œuvre quotidiennement
dans la promotion et la protection des droits de l'enfant. Il note ensuite que cette formation sur le leadership et les techniques d'animation vient à peu nommer car le président de la République, son Excellence Alhaji Mahamadou Issoufou, fait des questions de la jeunesse et de la promotion de la femme des grandes priorités dans son programme de développement. Il invite les participantes à suivre avec beaucoup plus d'attention les thèmes qui leur seront enseignés durant ces 2 jours qui prendra la présente session. L'Assemblée consulaire de la région de Tawa a été élue hier pour ainsi un mandat de 4 ans et c'est le gouverneur de la région qui a présidé la cérémonie d'élection et de mise en place en présence de plusieurs autres invités. Les détails avec Kawa Mamoudou et Azerabiou. Il s'agit de choisir 17 consulaires, parmi lesquels un président, un secrétaire et un trésorier, des 3 secteurs qui constituent commerce, services, industrie, bâtiments, travaux publics et l'artisanat. Cette cérémonie grandiose qui a vu, outre la présence du gouverneur de la région, plusieurs autres invités. Après la Fatia, l'ancien bureau sous la conduite du président Elhajina Al-Abouba a fait la genèse de leurs travaux durant les 4 ans écoulés. Quant au gouverneur de la région de Tawa, Salih Pormou, qui prenait la parole à cette occasion, a d'abord transmis les salutations fraternelles du chef de l'État, son Excellence Mahamadou Issoufou, président de la République. Salih Pormou devait enfin rappeler aux participants que la sérénité et la transparence doivent être les mots-clés de cette élection. Il convient de rappeler qu'au cours de cette élection, sous l'œil vigilant du maître huissier Seyni Goubé Kadri, les élections se sont déroulées conformément aux lois et règles en vigueur. L'ancien président Elhajina Al-Abouba a été réélu par acclamation, le secrétaire consulaire Lebshir Bahmdi par consensus et le poste de trésorier revient à Salou Elhaj Mahamadou après un vote. Ainsi donc l'Assemblée consulaire de la région de Tawa a été élue pour un mandat de 4 ans renouvelable. Lebshir Bahmdi, secrétaire consulaire, nous livre ici ses impressions. Je ne manquerai jamais à remercier tous ceux qui m'ont donné leur confiance ici pour me placer à cet endroit-là, pour les défendre. La Chambre de commerce, c'est une organisation qui défend les intérêts des commerçants. Clôture du séminaire sur la finance islamique organisé par le cabinet KMC en collaboration avec IFAS, Islamic Finance Advisory and Assurance Service. Le séminaire a permis aux participants d'avoir une problématique relative à la conception des produits financiers islamiques. Sekinat Abdou pour le commentaire. Pendant 3 jours d'intenses travaux, les participants à ce séminaire ont échangé sur des sujets pertinents ayant trait à la finance islamique. Occasion pour ces participants de mieux maîtriser les concepts fondamentaux et les rudiments liés à cette discipline. Ce séminaire a permis aux participants d'avoir une vision éclairée et pragmatique sur les problématiques relatives à la conception des produits financiers islamiques, l'élaboration ou la transformation des produits dits conventionnels en actifs Sharia compliant, la réglementation, la commercialisation et le marketing de ces produits, l'audit de conformité Sharia, les solutions de financement de l'État communément appelées les soukouk, et bien d'autres sujets encore. Il conviendrait dès lors de repartir sur la base des acquis de ce séminaire, chacun dans son domaine d'intervention, de mener des actions, minimes qu'elles soient, pour contribuer à instaurer une vraie industrie financière islamique et contribuer au développement économique et soutenir la croissance de nos pays. Ce séminaire a été un cadre pour outiller les participants sur l'essentiel de la finance islamique afin qu'ils puissent instaurer une vraie industrie islamique respectant les lois et les règles de la religion islamique dans nos pays. Remise de dons de manuels didactiques par la Fondation Orange Niger au ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales de l'éducation civique. C'est un don composé de 17 000 manuels d'éducation civique et d'une importante quantité de matériel et d'équipements pour les malvoyants et les malentendants. Khadijatou Hassan à côté Ouagalas. À travers cette cérémonie de remise de dons par la Fondation Orange, qui n'est pas à son premier geste, au ministère en charge de l'éducation vient une fois de plus remettre un don de matériel didactique et d'équipement pour les malvoyants et les malentendants. Un geste humanitaire et salutaire. Le matériel que nous vous remettons ce jour, d'une valeur globale de 36,5 millions, comporte 2 volets.
Tout d'abord, la mise à disposition de 17 000 manuels scolaires des éditions Lafon, d'une valeur de 20 millions de francs pour les élèves du cycle primaire. Ces manuels traitent de façon simple et ludique de sujets de société comme l'accès à l'eau, l'éducation des filles, la culture de la paix, la protection de l'environnement, etc. Le second volet consiste à doter les classes spécialisées pour malentendants et malvoyants d'équipements adaptés d'une valeur de 16,5 millions de francs. Madame la ministre, vous pourrez noter à travers ce geste que nous ciblons désormais tous les niveaux scolaires dans les donations de la Fondation Orange. La Fondation Orange sera toujours à vos côtés pour vous accompagner dans votre noble tâche qui consiste à faire de l'éducation nigérienne un modèle et un pourvoyeur de ressources humaines de qualité pour les entreprises présentes au Niger. En réceptionnant ce don, la ministre de l'Enseignement primaire, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales a salué les efforts inlassables que la Fondation Orange ne cesse d'apporter à l'endroit de son département ministériel. Ce don, constitué de 17 000 manuels d'éducation civique et d'une importante quantité de matériel et d'équipements pour les malvoyants et les malentendants, contribuera sans nul doute à améliorer la qualité de l'éducation civique de nos enfants et de l'éducation inclusive pour les enfants en situation de handicap. Ces gestes qui viennent de s'ajouter aux appuis multiformes de la Fondation à notre département ministériel, comme vous venez de les citer, Monsieur le Président, dont notamment la construction des classes, la dotation des écoles en matériel informatique, l'appui à la scolarisation des filles. Et ces appuis multiformes et inestimables témoignent ainsi de la volonté de la Fondation Orange à accompagner le gouvernement dans la réalisation de ses objectifs de scolarisation de qualité de tous les enfants nigériens. Et c'est pourquoi je voudrais, au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Issouf Mahamadou, au nom du gouvernement et au nom de tous les écoliers nigériens, témoigner toute notre gratitude à l'endroit de la Fondation Orange pour son engagement à accompagner l'école nigérienne. Il faut le souligner, c'est un véritable partenariat qui est établi entre le ministère de l'Éducation nationale et la Fondation Orange depuis bientôt 5 ans, car cette fondation appuie aussi les projets sur la scolarisation de la jeune fille, l'insertion des jeunes déscolarisés, la construction des classes, la lutte contre la fracture numérique en milieu scolaire et bien d'autres actions de bienfaisance à l'endroit de la population nigérienne. Être plus proche de sa clientèle, voilà l'objectif visé par la compagnie de téléphonie mobile Airtel Niger. De ce fait, les boutiques d'Airtel Siège et du petit marché de Niamey ont été réouvertes au profit de ses abonnés. Oumojemila Moudanchourou, Barokoba. Cette cérémonie consacre l'inauguration des boutiques grand public et VIP d'Airtel Siège et celle du petit marché. La rénovation de ces boutiques d'accueil et de vente de services d'Airtel Niger vise à répondre davantage aux besoins de la clientèle. La satisfaction continue de nos clients n'étant qu'un vain mot. Chez nous, Airtel Niger est animé d'une farouche volonté de s'approcher davantage de sa clientèle afin de mieux répondre à leurs attentes et à leurs besoins et a décidé donc de la rénovation de ces boutiques afin de mettre les points de contact Airtel au standard international, de faire de nos abonnés notre principal centre d'intérêt, d'offrir un environnement agréable à nos clients, de leur offrir les meilleurs produits et les meilleurs services dans nos boutiques et de leur offrir un espace dédié de démonstration pour une expérience Internet et pour d'autres services de données. En un mot, nous voulons offrir à nos abonnés la meilleure expérience client dans chaque point de contact et à chaque point d'interaction de ces derniers avec notre service clientèle. À cette occasion, le représentant du ministère des Télécommunications a salué Airtel Niger pour ses initiatives novatrices. Le ministère en charge des télécommunications est très heureux aujourd'hui d'apprendre les initiatives que Airtel Niger est en train de réaliser dans ce domaine. C'est une œuvre salutaire que nous devrons tous encourager. Le ministère en charge des télécommunications mettra tout en œuvre pour soutenir tous les efforts que Airtel est en train de faire
pour le bien-être des populations du Niger. Je ne peux que vous remercier et vous encourager à continuer dans le même élan. En ce jour de Saint-Valentin, RTL Niger a également profité pour démontrer son attachement à ses clients par la remise des cadeaux. La Caisse d'épargne et de crédit CANI a tenu hier à Konni, dans la région de Tawa, sa deuxième assemblée générale ordinaire sous le thème « La gestion de la performance sociale envers les membres de la Caisse d'épargne et de crédit CANI, enjeux et perspectives ». Hawa Mamoudou, Yazirabiou. La Caisse d'épargne de crédit CANI, une institution de microfinance dont les clients sont également propriétaires, a tenu hier à Konni sa deuxième assemblée générale ordinaire de son guichet. Placée cette année sous le thème « La gestion de la performance sociale envers les membres de la CEC CANI », cette assemblée a enregistré, outre la présence du contrôleur général Manidou Ibrahim, plusieurs autres invités. Après la Fatiha, 2 allocutions ont sanctionné cette cérémonie. Dans son mot introductif, Bouraïma Abdou Maman, chef de guichet CANI Konni, s'est dit réjoui. Quant au contrôleur général de la CEC CANI, Mahamidou Ibrahim, de dire que la tenue de cette assemblée témoigne de l'engagement des organes dirigeants de la CEC CANI de faire de celle-ci une institution saine, performante et professionnelle. Les actions de la CEC CANI en matière de gestion de la performance sociale envers ses adhérents sont offrir une gamme complète de produits et services financiers qui soient en mesure de répondre aux besoins financiers de la clientèle, minimiser le coût des transactions en temps et en argent, offrir des services de qualité et de constamment améliorer et ajuster l'offre de produits aux évolutions du marché. Enfin, il a fondé l'espoir que ces assises soient couronnées de succès. CANI, nous servons des services qui servent. En politique, le bureau exécutif fédéral OJT, Organisation des jeunes Taraya, au titre de la région de Tawa, a réceptionné un véhicule tout-terrain dont un opérateur économique parlementaire également. On retrouve les images de Yazirabiou avec le commentaire cette fois-ci de Kader Sangari. C'est au cours d'une cérémonie grandiose en présence des militants et sympathisants du PNDS Taraya section de Tawa que le bureau exécutif fédéral BEF, Organisation des jeunes Taraya de la région de Tawa OJT, a réceptionné un véhicule flambant neuf de marque Toyota V8 d'une valeur de 9 millions de francs CFA, dont de l'honorable député national Alji Oumar Menassara, pour appuyer le bureau exécutif fédéral, l'organisation de la jeunesse Taraya de la région de Tawa OJT. Suivons les explications du représentant du généreux donateur, M. Maharazou Ili, au cours de cette cérémonie. Permettez-moi de vous remettre les clés d'une Toyota 4x4 au nom de M. Oumarou Menassara. Puis l'intervention du secrétaire général de la Fédération PNDS Taraya de Tawa, M. Mohamedou Bila. Ce véhicule viendra renforcer nos capacités, en tout cas à parcourir la région, rendre visite à nos militants et mobiliser toutes les énergies pour le développement du parti. Le président du bureau exécutif fédéral OJT, Organisation des jeunes Taraya, région de Tawa, M. Ali Aboubakar Di Larios, n'a pas caché sa satisfaction. Au nom du bureau exécutif fédéral de l'Organisation de la jeunesse Taraya de Tawa, donc nous décernons un témoignage de satisfaction officielle à l'honorable Oumarou Menassara PNDS Taraya pour son soutien constant au bon fonctionnement de la structure du parti. Puis le bureau exécutif fédéral, Organisation de la jeunesse Taraya, région de Tawa. Du sport et du football, dans le cadre des phases préliminaires retour de la Ligue des champions africaine à AS Douanes Zamalek du Caire, le bureau exécutif de l'AS Douanes a tenu un point de presse visant à édifier l'opinion nigérienne de l'enjeu de la rencontre. Le bureau de l'association sportive de la Douane a ensuite saisi l'opportunité pour lancer une mobilisation afin de venir à bout des Égyptiens le dimanche prochain. Pascal Sossou-Gauthier et Hadiza Hamidine. Avant la rencontre proprement dite entre l'association sportive de la Douane et le Zamalek d'Égypte, une conférence de presse s'est avérée nécessaire. Et c'est en cette circonstance que le bureau exécutif de l'association a tenu à édifier l'ensemble des Nigériens sur l'enjeu du match, combien important pour le football nigérien et à la direction générale des douanes.
En effet, il s'est agi au cours de cette conférence de porter à la connaissance de l'opinion nationale l'état d'esprit dans lequel visite le groupe à quelques heures de la rencontre et dans quel auspice la direction générale de la douane situe ce match. Nous avons mis en place une caravane qui est en train de faire le tour de la ville pour sensibiliser les gens, pour appeler les gens à venir soutenir cette équipe parce que c'est possible que nous puissions renverser la vapeur. Moi, en tout cas, je crois fermement et je sais que si tout le monde est dans le même état d'esprit que moi, le stade sera plein et très certainement que les enfants feront quelque chose de bon. Et au niveau de la sécurité, nous avons pris toutes les mesures pour que la sécurité soit garantie à 100%. Nous avons fait appel à un humoriste qui est Djingiri Lampo pour que vraiment les gens puissent allier culture et sport, pour que les gens puissent allier gaieté, joie et peut-être victoire. Le technicien principal de cette formation de l'association sportive de la douane, Cheikh Omar Diabaté, a tenu pour sa part à faire un briefing de la phase allée de la rencontre. Il a ensuite expliqué à l'assistance le contexte dans lequel s'est joué la manche allée au Caire ne sera pas le même. Nous sommes à domicile, a-t-il poursuivi. On joue le match retour à la maison, à domicile aussi. Donc vraiment, je pense qu'on a mis en place tous les moyens tactiques, techniques, pour que vraiment nous arrivions à marquer les 2 buts. Et si possible même un 3e pour se qualifier directement. Mais l'un dans l'autre, c'est pour vous dire qu'il ne faut pas qu'on se précipite pour dire que non, nous allons nous qualifier directement. Et quelqu'un l'a dit dans cette salle, Zamalek, ce n'est pas une équipe d'aujourd'hui. C'est un gros calibre que nous avons choisi et que en fait, le hasard nous a donné. Et nous allons faire avec. Je pense que, comme certains l'ont dit, on a très bien joué à l'extérieur. Peut-être on avait mis en place une tactique qui a fait en sorte que vraiment ça s'est bien déroulé. Et nous allons mettre une autre tactique différente de celle que nous avons mise en place de l'autre côté. Une qualification était possible connaissant bien l'entraîneur. Et au vu des séances que nous avons eues, la vapeur peut être renversée. Il y a la cohésion, l'ambiance y est. Et vraiment, je vous assure, avec le soutien de nos dirigeants, nous sommes confiants. Nous sommes très confiants et on croit. Je profite de l'occasion pour demander au public nigérien de venir massivement au stade pour nous soutenir davantage. L'association sportive de la douane invite alors tous les Nigériens à donner un coup de pouce à nos représentants afin que pour sa toute première sortie en campagne africaine, la douane puisse passer le premier tour. Bonne chance donc à nos représentants au niveau de la Ligue des Champions. Et merci également à vous de nous avoir suivis. Au revoir. Bonsoir à toutes et à tous et surtout bonsoir aux amoureux. Oui, c'est bientôt la Saint-Valentin. Vous le savez, le 14 février, ce jour où tous les amoureux du monde se retrouvent et s'offrent de petits cadeaux ou gestes symboliques pour témoigner l'un envers l'autre, eh bien, leur passion. La Saint-Valentin peut se célébrer de bien différentes manières. C'est une question de tact et de suite dans les idées. Pour ceux d'entre vous qui n'ont toujours pas de programme pour ce fameux jour, pas de panique, votre réseau a pris les choses en main pour vous faciliter une fois de plus la tâche. RTL